Mesdames, messieurs, hiboux, chouettes et autres êtres nocturnes, bienvenue dans La Chouette a dit, la capsule du podcast Plein Phare. Dans la série À la découverte des coulisses des métiers de l'ombre, aujourd'hui, allons voir ce qui se passe avant que le rideau ne s'ouvre. Pour tout vous dire, nous sommes à Talent, dans cette belle salle au nom poétique, on peut le dire, l'Écrin. Et ce soir, on y rira beaucoup, puisque à l'affiche, c'est la pièce « C'est pas facile d'être heureux quand on va mal ». Et attention, elle a reçu quand même 2 Molières, c'est pour dire. Mais alors, avant que le public ne s'installe, que les acteurs ne montent sur scène, eh bien je peux vous dire qu'il y a un autre spectacle. Celui, en général, qu'on ne voit pas. C'est celui d'un homme qui court, câble, vérifie, accueille, ajuste. Il s'appelle Arnaud Maurice, le régisseur général. On va essayer de le trouver tout de suite. Vous venez avec moi ? C'est parti. Bonjour, vous êtes Arnaud ? Oui, c'est ça, c'est moi, bonjour. Bonjour, c'est La Chouette a dit. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Bah oui, avec plaisir, Alors, ça allons-y. m'arrange, c'est plutôt dans mes réflexes. Alors, ce soir, c'est, je peux dire, un gros soir à l'Écrin. Et pourtant, je suis étonné de te voir aussi zen. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu caches en toi, ce stress, ou alors tu es détendu parce que tu as l'habitude de ce genre de situation ? Alors, je suis pas détendu, je suis stressé parce que je suis obligé de parler avec toi, et ça, c'est pas naturel. Par contre, ce qui est naturel, c'est le travail que je fais là, et d'accueillir un spectacle qui joue ce soir. Ça, on est rodé, entraîné pour ça, et donc ça ne me stresse pas. Parce que les choses qui se déroulent sont prévues et se déroulent comme sur le plan si j'ai bien travaillé en amont. Voilà. Et alors, parce que j'ai potassé un petit peu avant de venir te voir, et avant de devenir régisseur général, que tout le monde connaît ici, tu étais régisseur son ou ingénieur son, je ne sais pas exactement comment on appelle le spécialiste du son, et il y a eu, je dirais, un virage un peu forcé. C'est une transition que tu n'as pas choisie, mais pourtant tu sembles très à l'aise dans ce métier. Tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé ? Alors effectivement, par rapport à l'appellation, on dit régisseur son, ingénieur du son, ingé son. Aucun de ces termes n'est réel puisqu'il n'y a pas d'ingénieur, il y a des régisseurs. Ouais. C'est un peu galvaudé, mais en tout cas, on va dire régisseur son. Et donc c'était mon métier, j'ai fait ça pendant une 30aine d'années. Et puis j'ai perdu l'audition d'une oreille. Voilà, ce qui m'a obligé à changer de métier. Je ne pouvais plus faire mon métier parce que le métier de régisseur son, c'est être référent, garant du son pour voilà, donner le son le plus parfait possible au public. Et voilà. Donc il a fallu que je change de métier et un hasard de calendrier a fait que l'opportunité à l'Écrin s'est trouvée de remplacer l'ancien régisseur général qui était sur le départ. Et donc j'ai accepté parce qu'il fallait continuer à travailler. D'abord pas avec plaisir puisque je pensais pas que j'aimerais ça ni que en serais capable, et puis finalement au bout de quelques mois je me suis rendu compte que ça allait vraiment être un super terrain de jeu et maintenant je le fais avec un immense plaisir. Ouais. Oui, tu es devenu en quelque sorte le chef d'orchestre, alors sans baguette, mais par contre avec des kilomètres de câbles, et encore, je te regardais travailler en arrivant, c'est impressionnant, tout ce matériel, tous ces noms donnés. J'ai appris ce que c'était un manteau maintenant. Ce n'est pas uniquement pour se couvrir quand il fait froid, mais voilà, c'est passionnant. Et ce qui est incroyable chez Arnaud, c'est qu'en fait, cette capacité que tu as à transformer une contrainte, parce que ça a été une contrainte par cette énergie. Et ça, chapeau. Alors, tu connais cette salle, comme je le répète pour nos auditeurs, nous sommes à l'Écrin et tu connais maintenant cette salle comme ta poche. Qu'est-ce qui fait sa spécificité par rapport à d'autres salles de spectacle, d'autres salles de concert ? Alors, c'est une salle qui a pas mal d'atouts. La particularité, c'est qu'elle est petite. La jauge, c'est environ 440 places.
Alors il y a des salles plus petites et des salles beaucoup plus grandes, mais en fait elle est petite par rapport aux équipements dont elle dispose. Elle est vraiment hyper bien équipée en son, lumière, vidéo. Et les salles de cette jauge-là sont rarement équipées comme ça parce qu'en fait économiquement ça ne tient pas, quoi. C'est pas possible de mettre autant de financement dans un équipement de salle en sachant que ce ne sera jamais amorti. Donc en fait, cette salle, c'est une décision de la mairie de Talent qui a souhaité avoir un bel équipement comme ça et qui a mis le financement en face pour vraiment avoir un écrin pour offrir de la culture dans l'agglomération dijonnaise, dans un cadre vraiment haut de gamme, avec un confort pour le public lorsqu'il est assis en tout point. Quelle que soit la place à laquelle il est installé, il est proche de la scène, il voit bien, il entend bien, il est assis confortablement. Et les artistes aussi peuvent venir avec, on va pas dire un luxe de matériel, mais vraiment c'est très très bien équipé et ils repartent toujours hyper contents. Donc la particularité, c'est sa taille, la richesse de ses équipements. Et puis autre chose aussi, c'est une salle qui a deux fonctions, c'est de proposer beaucoup de spectacles, mais aussi qui propose des lieux de location, c'est-à-dire que c'est un lieu que des sociétés privées louent pour toutes sortes de choses, des forums, des salons, des assemblées générales, des plénières, des cocktails, voilà, quoi. Donc toute l'année, en fait, elle est extrêmement prise et on jongle entre deux fonctions du spectacle, de la culture et de l'événementiel. Et là où j'ai été surpris, parce que là, lorsqu'on enregistre ce podcast, il est 9h30, tu es déjà présent. Le spectacle ce soir, le lever de rideau, ça sera à 20h, ouais, c'est ça. j'imagine. Tu es déjà là. Et tu es présent sur toutes les dates. Quand on voit l'année 2025-2026, elle est très, très riche. Et donc, tu es présent sur toutes les dates, tout type d'événements. Tu fais comment pour garder le cap ? Non, comment je fais comme tout le monde, je vais au travail. Non, comment dire, c'est un métier dans lequel on ne fonctionne pas avec des horaires de bureau. Il m'arrive de faire des journées de 14 heures. Par exemple, aujourd'hui, je suis arrivé à 7h30. Je sais que je partirai pas avant minuit ce soir. Voilà, ça fait des journées comme ça, mais c'est pas la règle. Ça, c'est par exemple, admettons qu'il y ait environ 2 spectacles par semaine, donc 2 jours par semaine, je vais faire au moins une journée comme ça. Il y a peut-être 2 jours dans la semaine où je vais faire une journée de bureau normale, 9h, 18h par exemple, et puis d'autres journées peut-être un peu plus courtes ou encore un peu plus longues. C'est très variable, mais en fait, c'est l'irrégularité. Les moments très denses, puis après je vais avoir 3-4 jours de repos. Cette irrégularité me convient, moi, dans ma façon d'être, dans la vie que j'aime mener. J'aime cette irrégularité, justement. Ça me convient bien. Voilà. Et en fait, quand j'étais régisseur son, c'est le propre de nos métiers, quoi. On travaille tard le soir. Pour autant, on ne travaille pas tard le matin, donc on a vraiment des très grosses journées, c'est l'habituel. Et puis en fait, ces moments, l'objectif, il est là, il est juste aujourd'hui. Donc on va jusqu'à cet objectif, on accomplit l'objectif, c'est-à-dire que le spectacle se déroule, et après on a terminé. Donc en fait, c'est des objectifs à court terme qu'on cherche à atteindre systématiquement, et c'est motivant tout le temps. On n'est pas sur des objectifs sur 6 mois ou ce genre de choses, quoi. Donc peut-être que ça nous aide aussi à avoir des longues journées comme ça. Voilà. Et puis après, il y a des temps de repos aussi. Dans l'après-midi, par exemple, ça va être plus calme aujourd'hui, quoi. Mais alors, voilà. Tu parles de court terme, mais pourtant, alors ce que les auditeurs et ce que le public ne sait peut-être pas, c'est que tout commence des mois à l'avance. Là, oui, par exemple, pour cette pièce de ce soir, nous sommes, que je ne dise pas de bêtises, mais nous sommes le 7 novembre. Mais c'est complet de toute façon. C'est trop tard pour la pièce, elle affiche complet. Mais quand la direction, je pense notamment à Sylvain Françonnet, qu'on connaît bien, à la fois sur Plein Phare et à La Chouette-Adie, lorsqu'il parle d'un futur spectacle, toi, tu dois déjà penser en termes de plan, de fiches techniques, de faisabilité, je vais y arriver. C'est presque de l'architecture, non ? Oui, de l'architecture, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, c'est
C'est des temps longs qui se déroulent effectivement de l'ordre de 6 mois à 1 an, même parfois plus d'1 an. Mais en fait, il y a à un moment donné une décision ou un souhait d'accueillir un spectacle, de programmer. Et à partir de ce moment-là, on va étudier, comme tu disais, la faisabilité et le coût potentiel que ça engendrerait. Est-ce que c'est raisonnable d'accueillir ce spectacle ou pas? Parce que systématiquement, quand on fait un spectacle, on perd de l'argent. Donc on va essayer d'en perdre le moins possible, voilà, voire de ne pas en perdre du tout. Donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Combien coûte la session, c'est-à-dire le contrat d'achat du spectacle. Et puis il y a des frais périphériques, par exemple combien de chambres d'hôtel, combien de repas, les taxis, peut-être louer du matériel parce que les équipements de l'écrin ne suffiront peut-être pas. Donc on étudie toutes ces choses-là et donc les spectacles, ils sont accompagnés, le contrat d'achat d'un spectacle, il est accompagné de, comme tu disais, une fiche technique, un rider, et dans lequel on retrouve toutes les informations qui nous permettent de comprendre de quoi on parle et à quoi il faut s'attendre, combien d'artistes, combien de régisseurs, combien de techniciens, combien de décors, combien de camions, etc. Et donc tout ça, c'est sur cette fiche technique. Moi, je reçois la fiche technique, donc par exemple 1 an en avance de la date souhaitée. Et à partir de là, j'épluche tout ça et je rends compte des répercussions sur l'écrin d'accueillir ce spectacle. Donc par exemple, je vais dire non, ça c'est pas raisonnable d'accueillir, ça va nous coûter beaucoup trop cher. Ou alors je dis ben oui, c'est bien, on peut le faire. Et à partir de là, après, une fois que c'est validé, qu'on décide d'acheter ce spectacle, là, il se passe encore plusieurs mois. Et puis, moi, j'aime bien, je suis très, très prévoyant et j'anticipe énormément. C'est ce qui garantit justement que je suis calme pour aborder tous les problèmes. Et donc, par exemple, 6 mois, non, peut-être pas 6 mois, 4 mois en avance, je vais commencer, par exemple, à inviter les équipes pour travailler dessus, les régisseurs locaux, donc un régisseur son, un régisseur plateau, un régisseur lumière. Donc je fais mon casting d'une certaine manière, j'ai une équipe de personnes et je pioche dans cette équipe, savoir qui sera disponible pour venir travailler cette date. Et puis à l'approche après, il arrive que des mises à jour de la fiche technique arrivent parce que la route a montré que finalement ils n'avaient pas besoin de tel équipement mais besoin d'un autre. Donc on réajuste le tir et là je m'occupe des locations et puis 1 mois avant tout est prêt et puis 1 semaine avant on vérifie une dernière fois les choses, les horaires, etc., les repas, etc. Et puis le jour J, voilà, c'est aujourd'hui, ils arrivent et puis sereinement, on sait comment va se dérouler la journée. Et ton contact, alors que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit pour un show humoristique ou un concert, donc qui est le contact? C'est l'artiste lui-même? C'est l'entourage de l'artiste? Non, donc moi je suis le régisseur de l'écrin, en fait on va dire c'est le référent de l'écrin. Et face à moi j'ai le référent, le régisseur de l'équipe artistique. Donc c'est le régisseur général du spectacle et moi je suis le régisseur général du lieu. Et donc c'est nous deux qui sommes en relation. Et lui il a toutes les informations de sa partie, moi j'ai toutes les informations de la mienne, c'est ce qui nous permet de communiquer. Et après, par exemple si le régisseur général de la compagnie, si leur équipe est grosse, s'ils sont nombreux et avec beaucoup de spécificités, par exemple le régisseur lumière de son équipe va être en relation avec le régisseur lumière de mon équipe et les deux ensemble, ils vont affiner les détails que eux seuls comprennent et qu'ils vont eux-mêmes négocier des choses. En fait, il y a vraiment une phase de négociation importante que tout le monde connaît, a l'habitude d'aborder puisque chaque lieu est différent, a ses spécificités et donc on adapte les petites choses pour que le spectacle ait la même allure dans toutes les salles et qu'à la fois on va régler à 50 cm par-ci, 50 cm par-là, un projecteur à la place d'un autre, et puis au final, ça fait l'affaire, quoi. Il y a des correspondances. Et il y a parfois des demandes, disons, un peu exagérées, que ce soit sur le plan technique, sur le plan hôtelier, où parfois tu as dû un peu rentrer dans une négociation. Est-ce que tu as le souvenir, pour un show, pour un spectacle, de demandes quand même assez
comment dire, c'est un sujet... On ne citera pas de nom. Hein. Ouais, non. C'est un sujet qui me touche un peu, mais duquel il faut que je me détache le plus possible, parce que finalement, il y a les codes du milieu, ce qui se fait, et puis il y a la vraie vie et ce qu'on pense des... Enfin, après, il y a voilà, mes opinions personnelles, et normalement, elles ne doivent pas interférer. Pourtant, on me confie la mission quand même de gérer de l'argent. Et j'ai beaucoup de mal à le dépenser quand je trouve que c'est une aberration, quoi. Donc effectivement, ça me touche quand je reçois des fiches techniques, des demandes que je trouve, moi, aberrantes, exorbitantes. Mais ces choses, elles sont annexées au contrat. C'est-à-dire qu'on est obligé, c'est contractuel, on est obligé de fournir la liste de ces choses qui sont demandées. Donc souvent, je trouve que c'est trop. Oui, je trouve que c'est trop. Je trouve qu'il y a des demandes trop. Alors ici, encore, on s'en sort bien parce que les gros spectacles de showbiz, on en fait 1 ou 2 par année. Le reste, c'est des spectacles plus petits. Et donc les demandes sont plus normales, on va dire. Plus raisonnables. Voilà, plus raisonnables. Mais effectivement, c'est quelque chose qui me touche. Et donc même si c'est contractuel, j'ai pas beaucoup d'expérience en fait. Hein. J'ai 1 an là d'expérience de cette facette du métier. Mais maintenant, j'ai compris que tout se négocie malgré tout. Et face à nous, même s'il y a des contrats avec des listes un peu délirantes, c'est pas interdit d'essayer de négocier. Je suis jamais, on se moque jamais de moi quand je dis bon bah maintenant moi j'aimerais bien, j'ai reçu la liste complète de vos demandes, on peut faire la liste maintenant économique s'il te plaît, voilà, et la personne en face comprend, il connaît son artiste et il sait sur quoi il peut faire des impasses, et donc c'est pas tabou d'aborder la question et on arrive à redescendre un peu, mais bon, il y a des choses quand même parfois qui restent incontournables. Et donc en fait, le régisseur général, c'est celui qui peut dire oui, mais pas comme ça, ou parfois c'est aussi celui En fait, j'ai le droit de négocier. Voilà, c'est ça. J'ai le droit de négocier. J'obtiens pas forcément, mais j'obtiens souvent. Et c'est là où il faut avoir une bonne communication, une bonne manière de négocier. Il faut avoir la chance que ce soit un peu instinctif. Quand c'est instinctif et qu'on sait parler sereinement aux gens, il y a peut-être un pouvoir pour convaincre, plein de sortes de choses. C'est de la négociation au quotidien, en fait, finalement. Ça, hein. On l'a ou on l'a pas. Voilà, des fois j'y arrive un peu à obtenir ce que je veux, des fois j'y arrive moins. Voilà. Savoir dire non avec le sourire. Savoir être ferme, mais en étant sympa, quoi. C'est pas toujours facile. T'en as parlé il y a quelques instants, tu travailles avec une équipe d'intermittents. Tu parlais tout à l'heure de casting. Alors c'est presque comme un casting de film, comment ça se passe? Est-ce que c'est un appel national? Non, c'est pas le bon mot en fait, casting, mais je sais pas trop comment nommer ça. Mais en fait, ça veut dire, c'est des équipes locales. La salle est très technique, c'est-à-dire que comme je disais, elle est vraiment très très bien équipée, mais du coup c'est du matériel moderne qui demande beaucoup de technicité et beaucoup de connaissances. Donc chaque régisseur dans sa spécialité qui a l'habitude de travailler ici, c'est des gens qui connaissent la salle. On les a invités, ils sont déjà venus travailler. Certains ne viennent plus travailler parce qu'ils ne se sont pas montrés assez performants, on va dire. Ils n'avaient pas les connaissances suffisantes. Et d'autres, voilà, tous les gens qui travaillent ici sont des gens qui connaissent la salle maintenant. Et donc, au final, il reste. Je tourne sur une équipe, par exemple, de 4 ou 5 régisseurs lumière, 4 ou 5 régisseurs son, 4 ou 5 régisseurs plateau. C'est les 3 spécialités. Et donc, ça fait quinzaine de personnes. Et à chaque spectacle, je pioche dans ces quinzaines de personnes. Et il y a plusieurs choses, plusieurs contraintes. Par exemple, j'essaye de faire en sorte qu'ils viennent régulièrement et de manière équitable. Ce qui fait qu'eux, ils ont l'habitude de venir, ils ont les codes de la salle, ils ne perdent pas les réflexes. Donc il y a cette histoire de rotation régulière. Et puis après, ils ont des profils un petit peu différents et je vais plutôt en orienter un sur du théâtre ou plutôt un sur de la musique. Et c'est pour ça que je parle de casting. Mais en fait, donc dès que j'ai mon idée, je leur lance une invitation. S'ils sont dispo à la date en question, et ben voilà, ce sera eux. Et s'ils ne sont pas dispo, j'appelle le suivant, etc. jusqu'à temps qu'il m'ait répondu présent.
Et là, voilà, on a l'équipe qui travaillera pour la date prévue. Alors malheureusement pour ce podcast il n'y a pas d'image, mais en tous les cas je peux le dire à nos auditeurs, c'est une véritable fourmilière à l'heure actuelle alors qu'on est le matin sur la scène. Est-ce que ce ne sont que des intermittents de l'écrin ou il y a également déjà l'équipe de la pièce de théâtre de ce soir? Ouais, donc là il y a 3 régisseurs intermittents de l'écrin et 2 techniciens de l'écrin, donc ça fait 5 personnes que j'ai embauchées aujourd'hui, il y a moi, donc ça fait 6 personnes de l'écrin. Et là, ce matin, il y avait aussi 2 régisseurs de la compagnie. Voilà, donc on était 8 à bosser à partir de 8 heures pour installer le spectacle qui joue tout à l'heure. Et on voit, enfin pareil, vous ne pouvez pas le voir, mais je peux vous l'assurer, juste à côté d'Arnaud, il y a un talkie-walkie qui clignote, tu es prêt à le prendre en main si jamais on t'appelle. Tu n'as jamais pensé à cloner Arnaud Maurice ici à l'écrin pour te seconder? Non, mais ça m'intéresse pas plus que ça, parce qu'au final, tu as vu, je suis là avec toi à parler. Et je peux le faire, c'est simplement que le talkie-walkie nous permet d'être réactifs et voilà, ça permet d'arbitrer des choses. Mais voilà, là tu as vu, on ne m'appelle pas parce qu'ils travaillent bien, ils sont autonomes et on a bien travaillé en amont, donc il n'y a pas d'imprévu, donc ils n'ont pas besoin de m'appeler. Et moi je suis là à boire le café avec toi. Et tu n'as pas d'adjoint? Non. Bah, en fait, j'ai pas d'adjoint. Ce sont mes adjoints finalement, puisque chacun connaît son travail, chacun sait ce qu'il a à faire. Eux-mêmes ont reçu la fiche technique, ils savent ce qui va se passer dans la journée. Pour chacun d'entre eux, ils savent ce qu'on attend d'eux et ils sont autonomes. Alors, on est descendu tout en vous parlant, j'ai l'impression qu'on est sous la scène, du côté des loges, du côté du catering. Alors, bon, ça reste un sujet sensible quand même pour les artistes qui viennent ici à l'écrin. Alors, certainement, peut-être fruits frais, fauteuil moelleux, eau de source, tempéré à 18 degrés, hein, bien évidemment. Demande végane aussi. Ça ressemble parfois à un inventaire à l'après-vert, non ? Ouais, tu as complètement raison. Parfois, c'est vraiment très compliqué. Là, il y en a un spectacle qui vient bientôt, un spectacle du théâtre. Je crois qu'ils sont 6 comédiens. Et effectivement, c'est tout à fait ce que tu viens de décrire. Il y a du vegan, du végétarien, du sans lactose. Et on va être peut-être une douzaine à table avec toutes ces spécificités. Donc, on travaille donc avec une société de catering, donc un traiteur dédié au monde du spectacle. Et donc, eux, ils ont l'habitude de traiter ça. Donc, nous, ça fait partie des choses que je dois faire. On recense les particularités et on les fait remonter au traiteur et il livre le nombre de repas en fonction des particularités, quoi. Et en plus, donc ça, c'est pour les repas. Et en plus, donc, il y a dans les loges, en plus des repas, effectivement, ils souhaitent des petites collations, il y a des fruits, des cacahuètes, du pain, du fromage, de la charcuterie, selon, voilà. Du gingembre frais à couper, effectivement, des petites choses, des particularités. Mais finalement, qu'ils ne le sont plus, à force, ça ne nous surprend plus, quoi. Il paraît que le gingembre, c'est très bon pour la voix, pour les chanteurs, c'est ce que l'on m'a dit. Pour plein de choses, apparemment. Il y a même des régisseurs qui ont leur gourde avec du gingembre dedans. D'accord. Ouais. Et je te posais la question tout à l'heure sur l'aspect technique. Est-ce que tu as eu des demandes vraiment très, très improbables d'un artiste? Non, pas improbable. Comme je te le dis, la première fois, c'est choquant. Mais on finit par s'y habituer. Même si j'y adhère toujours pas, avec du recul, en fait, par exemple, je sais pas, si on cite juste du champagne, par exemple, finalement, c'est moins coûteux que de louer une table de mixage spécifique. Ça peut être étonnant, mais c'est plus si choquant que ça, en fait. Mais non, ici, on n'a pas eu de demande délirante, quoi. Non, vraiment. T'as pas vécu encore cette expérience? En fait, je ne crois pas que ça nous arrivera ici, parce que moi, j'aurais vu en amont, quand je traite la fiche technique, que ça va nous poser problème. S'il y a des demandes comme ça, c'est qu'on va passer une très mauvaise journée et qu'il y aura des frais annexes, c'est sûr. Donc je vais conseiller qu'on ne prenne pas ce spectacle. Donc moi, je vais nous protéger tous de ce genre de demande, quoi.
Alors si tu veux bien, là on est remonté à la surface, si je puis dire, et on voit cette scène avec ces personnes qui fourmillent et qui s'affairent pour préparer un super moment ce soir pour le public. On est donc à quelques heures de ce spectacle. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là ce matin par exemple? Explique-nous ce que tu faisais quand je suis arrivé. Alors il y avait le manteau. Alors le manteau c'est quoi? C'est les tentures en face, j'allais dire en façade. Alors oui, c'est ça. En fait, il y a là où est le public, comment dire, du point de vue du public, il y a des choses qu'il ne doit pas voir. Donc on cache des choses avec ce qu'on appelle des pendrillons. Donc ce sont les rideaux noirs qui pendent sur les côtés. Il y a des frises, c'est des rideaux noirs qui sont en l'air, qui sont de manière horizontale et qui cachent le plafond, en tout cas la partie technique. Et puis le cadre de scène, c'est la télé, l'écran de la télé, on va dire. Il a 4 côtés cet écran. Il y a la face supérieure, donc c'est le manteau. Donc ce manteau, il se règle en montant, en descendant. Ça va nous donner un format d'image plus ou moins panoramique. Les pendrillons sur les côtés vont nous donner l'ouverture de l'image. Voilà. Et donc avec le manteau et le cadre de scène, on va ouvrir plus ou moins large et le manteau monter ou pas ou descendre, ça va nous donner un format d'image spécifique. Et le metteur en scène du spectacle, il a dans sa tête conçu un spectacle qui se regarde sous un tel ou tel format d'image, comme au cinéma. On a des 16/9, des panoramiques, des cinémascopes, tous ces formats. On les retrouve dans le théâtre sans s'en rendre compte en fait. Et lui, le spectateur, on lui cache plein de choses qui sont derrière et c'est grâce à ces choses, les pendrillons, les frises, le manteau, on cache toute la partie technique des projecteurs, le vidéoprojecteur qu'il y a aussi là aujourd'hui, parce qu'il y a de la vidéo sur le spectacle d'aujourd'hui. Et on va cacher tout ça, le spectateur ne doit pas voir toutes ces choses. Et le décor, il va arriver à quel moment sur la scène? Alors sur ce spectacle, le décor, il est très intimiste puisque vous avez presque tout vu. Il y a une sorte de banc qui a une forme un peu spéciale, mais c'est le décor principal. Et l'autre décor, il est constitué par la vidéo qui va projeter quelque chose derrière eux. Voilà. Mais il y a très peu de décors physiquement apparents, en tout cas, sur ce spectacle. Pour l'enregistrement de ce podcast, vous le verrez peut-être, chers auditeurs, sur les photos, mais on a un petit micro qui est agrafé sur nous. Les comédiens, ce soir, comment le son, là je vais m'adresser à l'ex-ingé son, les micros sont sur les comédiens ou c'est des micros qui sont cachés tout autour de la scène? Alors dans le théâtre, c'est extrêmement rare d'avoir des micros qui sont sur les comédiens, sauf s'il y a des choses spécifiques. Par exemple, un moment musical où on aimerait qu'à ce moment-là, le son soit un petit peu plus travaillé avec une reverb, par exemple, sur le comédien se met à chanter. Dans ce cas, il a un micro qui est caché sur lui. Il y a plein de types de micros. Il y a des micros qu'on tient à la main, mais il y a aussi des micros miniatures qu'on va coller dans les cheveux, par exemple, pour pas que ça se voit. Et donc, ces micros vont suffire à capter le son pour ce besoin en particulier. Mais donc, lorsqu'on a une pièce de théâtre, on va dire classique, où juste il y a de la parole, il n'y a pas de prise de son. La technique des comédiens suffit à projeter leur voix dans le public. Donc il n'y a pas de reprise de son, pas de sonorisation. Mais à partir d'une certaine dimension de salle, il peut arriver qu'au bord du plateau, on voit des petits micros qui sont posés presque par terre et qui vont être du renfort acoustique, qui vont capter un peu le son qui se passe au plateau pour le diffuser un tout petit peu. Mais pas de manière à ce que ça s'entende. C'est vraiment un renfort presque psychologique, mais c'est ce petit truc en plus qui va permettre aux gens qui sont au dernier rang finalement d'entendre presque aussi bien que ceux qui sont devant. Donc s'ils étaient juste devant la scène. Et les comédiens, eux, vont arriver pour cette pièce, par exemple, ils vont arriver vers quelle heure? Ça, tu as l'information? Il y a donc toute une partie de technique et de réglage sur la journée. Là, ce matin, ils vont régler les projecteurs. Aujourd'hui, il y a 2 types de projecteurs. Il y a des projecteurs, on va dire, traditionnels. Donc, c'est des projecteurs qu'il faut régler. Il faut les faire viser à certains endroits. Il faut les ouvrir plus ou moins, qu'il y ait un éclairage net ou flou. Voilà, ce genre de choses. Donc, ça se règle, ça prend un peu de temps parce que là, il y a
il y a presque une trentaine de projecteurs qu'il va falloir régler individuellement. Donc là, toute la matinée, il va y avoir ce temps de réglage. Et puis après, il y a d'autres projecteurs qu'il faut régler, mais là, ça se fait depuis le pupitre d'éclairage, puisque c'est des robots qu'on va piloter à distance, on télécommande, et là, on les dispose comme ils ont besoin, quoi. Donc là, toute la matinée, il va y avoir cette partie, je pense. Et puis en début d'après-midi, il y aura ce qu'on appelle la conduite. Donc là, le régisseur lumière du spectacle, de la compagnie, lui, il va faire dérouler une sorte de programme déjà fait qui fait défiler tous les effets lumineux du spectacle et il va les ajuster à notre salle. C'est-à-dire qu'il n'aura pas exactement au centimètre près la même position du projecteur, même si on a suivi son plan, et la même hauteur non plus. Et donc toutes ces petites variantes fait qu'il est obligé de corriger la plupart de ces effets programmés. Et donc il y a un temps pour ça aussi en début d'après-midi. Et après les comédiens, eux, ils vont arriver vers 16h. Et il y a un temps, ils vont prendre possession des loges, ils vont s'échauffer, je ne sais quoi. Et à partir de 17h à 19h, ils vont prendre possession du plateau, ils vont faire ce qu'on appelle des raccords, leurs entrées, leurs sorties, se sentir dans le plateau justement pour projeter leur voix et voir des choses qu'ils ont à voir en interne que je ne sais pas. C'est leur balance à eux. C'est ça, exactement. Exactement. D'accord. Et puis nous, donc, il faut qu'on soit prêt à 19h. À 19h, il faut que ce soit fini parce qu'on va passer à la dernière phase. Voilà. Et donc à 20h, quand tout est lancé, tu regardes le spectacle ou tu restes dans ta bulle, dans les coulisses, toujours en mode surveillance? Alors, donc le spectacle commence à 20h. On a terminé les raccords vers 19h. À 19h, on accueille le public. Donc moi, je reçois les agents de sécu, c'est une salle qui reçoit du public, donc il y a des agents de sécurité qui sont là, des pompiers. Et donc j'accueille ces gens, j'encadre ces gens, j'ai des instructions à leur donner, je leur explique qu'est-ce qui se passe à quel endroit, qui sont les gens qui sont habilités à circuler partout, etc. Et puis après le public rentre, donc moi je reste là dans le hall d'accueil et je reste disponible et puis je vais orienter des choses. Par exemple, je regarde comment se remplit la salle et je vais par exemple inviter les gens à utiliser l'autre entrée parce que ça commence à se boucher d'un côté, donc voilà, pour fluidifier un peu l'installation des gens. J'organise un petit peu tout ça et je reste disponible. Et puis après, je coordonne le début du spectacle. Et là, je suis en liaison en intercom avec donc un moyen de communication avec mes collègues, et notamment notre régisseur plateau, qui lui reste en coulisses proche des artistes. Et moi, je suis plutôt côté régie. Et on reste en communication et on s'assure qu'on pourra bien commencer le spectacle à 20h et pas 20h12 ou 17 ou je ne sais quoi. Non, à 20h. Allez, on a du retard, 20h05, grand maximum. Donc là, c'est mon job à ce moment-là de commencer vraiment à l'heure. Et donc, on reste coordonné pour ça, pour que ça puisse se faire. Voilà. Une fois que le spectacle est lancé, j'attends encore 5 minutes pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'imprévu. Et une fois que c'est lancé, ça joue. Et là, je vais manger un bout tranquillement tout seul. Et en général, je vois à la fin du spectacle, la dernière demi-heure par exemple, ce genre de choses. Voilà. Et donc, quand la salle justement se vide à la fin du spectacle, que les voix s'éteignent, que les projecteurs refroidissent, tu ressens quoi? L'émotion que tu as après cette journée qui n'est pas terminée, parce qu'une fois que les projecteurs se terminent, il va falloir aussi, j'imagine, piloter des montages. Mais qu'est-ce que tu ressens? Alors, pour être très honnête, je ressens assez peu de choses. En fait, ça fait tellement longtemps que je vois des spectacles, que je travaille sur les spectacles, que c'est rare qu'un spectacle me bouleverse. Voilà, peut-être que je suis un peu blasé, même si je sais apprécier et reconnaître quand un spectacle, selon moi, vraiment est riche, réussi et tout. Et malgré tout, c'est rare que ça me bouleverse. Maintenant, quand le spectacle est fini, je me dis qu'on a bien travaillé, il n'y a pas eu d'imprévu, et je me dis, on a bien bossé, voilà, c'est très bien, c'est juste la satisfaction d'avoir bien fait notre travail, quoi. Et après, il reste à démonter. Voilà. La journée n'est pas encore terminée. La journée n'est pas terminée, donc j'encadre le démontage. Parfois, donc moi j'ai des choses à faire pendant que les équipes démontent. Ça, c'est hors de la vue du public qui est sorti de la salle. Moi, il me reste 2-3 choses à faire dans la salle, justement, ici, pour évacuer le public.
Et puis après, quand le démontage n'est pas terminé, je les retrouve et je les aide à démonter, j'aide mes équipes à démonter. Et puis voilà, après, parfois les artistes mangent après le spectacle, donc il faut encore que je m'assure que les repas puissent être servis chauds ici sur place. Et puis après, on attend leur taxi par exemple, et puis voilà, puis il va être minuit, et puis ça y est, j'arrive à fermer les portes et je boucle toute la salle. Voilà. Et tu retrouves ta famille. Et je retrouve ma famille. En tous les cas, ce soir, une chose est sûre, c'est que le public rira. Les acteurs, on l'espère, s'amuseront et tout semblera simple grâce à toi. Mais derrière chaque projecteur, il y a un homme qui veille et ça, il ne faut pas l'oublier. Il s'appelle Arnaud Maurice, régisseur général de l'Écrin. Merci en tous les cas d'avoir ouvert les portes des coulisses et de nous avoir un peu offert cette lumière qu'on ne voit pas, mais en tous les cas qu'on ressent. Merci de nous avoir accordé ce temps puisque c'est une journée très chargée pour toi. Donc un grand merci pour ton accueil et puis pour toutes ces informations que tu nous as données sur ce métier certainement assez méconnu. Et quant à vous, eh bien, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de La Chouette a dit. Si vous avez aimé cette capsule, eh bien, faites-le savoir, likez, partagez, écrivez-nous aussi et parlez-en autour de vous. C'était La Chouette a dit. À très vite. Alors, je n'osais pas te couper la parole, mais je voulais juste te dire, c'est pas du tout grâce à moi si tout ça se passe. Il faut vraiment pas dire ça. C'est simplement que moi j'ai fait ma part et chacun a fait sa part et c'est vraiment un travail d'équipe, mais vraiment, et y compris mes collègues dont tu n'as pas parlé, qui sont plutôt dans les parties administratives, elles aussi, elles ont une partie, elles ont leur part dans le fait que cette journée se passe bien à chaque fois, quoi. Donc non, moi c'est un travail d'équipe. J'ai juste fait ma part, voilà. Je sais quel est mon rôle, mais c'est vraiment un travail d'équipe et on a besoin de chacun d'entre nous, quoi. Tu es un maillon de la chaîne. Exactement. Et pourquoi pas d'ailleurs aller à la rencontre également de tes collègues qui font qu'un spectacle est réussi, parce que comme tu le disais, tu n'es pas tout seul, il y a des métiers qui t'entourent, des spécificités, donc pourquoi pas, La Chouette a dit, pour aller à leur rencontre. Merci Arnaud. Avec plaisir, merci pour votre accueil.